bien, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce deuxième talk show radioactif, un talk show dédié à la gestion d'actifs. Et aujourd'hui, nous abordons un sujet très actuel qui va être le patrimoine immobilier au cœur de la transition écologique des collectivités. Donc pour traiter ce thème aujourd'hui, nous avons trois invités. Tout d'abord, Carole Boineau, responsable pôle connaissances, pilotage, stratégie et DGA transition écologique au sein de la direction des patrimoines bâtis, ville de Poitiers et Grand Poitiers, communauté urbaine. Bonjour. Nous avons ensuite Oscar Gracia, chargé de mission efficacité énergétique, programme acté à la FNCCR. Bonjour. Et nous avons Olivia Turin, ingénieure au service bâtiment de l'ADEME. Bonjour. Voilà, donc merci à tous d'avoir répondu présent pour ce talk show. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, peut-être avec Olivia, sur en quoi les patrimoines immobiliers sont au cœur de la transition écologique des collectivités. Alors effectivement, le patrimoine immobilier, c'est un sujet qui doit être essentiel pour les collectivités. Donc il faut savoir déjà, au niveau national, le bâtiment représente environ 43% des consommations d'énergie. Et après, plus spécifiquement au niveau des collectivités, faut savoir qu'il y a 15 à 20% du patrimoine immobilier national qui est détenu par les collectivités. Et la consommation d'énergie, elle, des bâtiments des collectivités toujours, représente environ 8% du budget de fonctionnement des collectivités. Donc voilà, déjà rien qu'avec ces chiffres, ça donne une idée du niveau d'enjeu et de l'ampleur de la rénovation énergétique des bâtiments. En plus de ça, il y a aussi plusieurs exigences réglementaires qui s'imposent aujourd'hui aux collectivités, comme le dispositif éco-énergie tertiaire, qu'on connaît beaucoup sous le nom du décret tertiaire, qui impose aux collectivités de réduire la consommation énergie de leur parc, donc 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Et après, il y a d'autres obligations réglementaires, comme la directive européenne efficacité énergétique qui arrive, qui impose elle aussi de réduire la consommation de son parc et de bien connaître son parc, puisqu'il va y avoir un inventaire à faire. Et voilà pour les principales exigences réglementaires qui s'imposent aux collectivités. Côté FNCCR, côté acté, est-ce que c'est un constat partagé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez un petit peu des choses pour compléter ce propos ? Totalement, c'est un constat partagé bien sûr. Et en effet, ce qui est important aussi de comprendre quand on parle de réduction de la consommation énergétique, c'est qu'il n'y a pas de transition écologique au sens large sans réduction de la consommation énergétique. On a besoin de réduire cette consommation pour arriver à une énergie, à une utilisation d'une énergie décarbonée qui soit suffisante par rapport à nos besoins. Et donc, c'est aussi un enjeu d'augmentation de notre indépendance énergétique au niveau du pays, puisque les collectivités vont aussi partager cet objectif au national. Et en même temps, ça va aussi représenter un enjeu pour elles de réduction de leurs dépenses qui va leur permettre d'investir dans d'autres sujets ou le sujet de la rénovation. Très bien. Donc après, on a justement Carole qui représente la ville de Poitiers et Grand Poitiers qui a mis en place une démarche justement sur la partie gestion de patrimoine, etc. Donc qu'est-ce qui a été pour vous, en tout cas, ou qu'est-ce qui est pour vous une priorité par rapport à ce contexte-là, la position du patrimoine immobilier au cœur de la transition écologique ? D'abord, le constat, c'est qu'on part d'une base d'un patrimoine qui est vraiment très, très, très volumineux sur la ville et la communauté urbaine. Donc au moins, la chance qu'on a d'avoir des services mutualisés, c'est qu'on peut avoir un regard qui cumule ces deux collectivités. Et donc, on aboutit aujourd'hui à grosso modo 700 000 m² en gestion de biens publics. Et la conséquence, avec tous les enjeux qui viennent d'être décrits, réglementaires, financiers, évidemment, c'est un enjeu énorme. L'enjeu environnemental, bien sûr, qui s'impose de toute façon comme impératif à nous tous. L'autre enjeu qui est vraiment très très important pour des élus locaux, c'est comment je peux, malgré tout cela, maintenir un service à la population. Parce que si on gère des bâtiments publics, c'est avant tout parce que derrière, en fait, il y a des gens, il y a le quotidien, il y a des enfants qui fréquentent des écoles, des gens qui font du sport, des gens qui se nourrissent, des personnes âgées qui doivent vivre dans une résidence autonome, etc. Donc la problématique est celle-là, en fait. Comment on fait pour maintenir ce service à cette population sur un territoire tout au long de sa vie, tout en essayant d'être raisonnable sur sa consommation d'énergie et tout en maîtrisant ses dépenses. Donc au-delà de ça, donc pas au-delà de ça, mais avec la partie vraiment usage des bâtiments, puisque là on parle vraiment d'utiliser un bâtiment, on va posséder un bâtiment, une infrastructure, un actif physique, puisque radioactif, pour restituer un usage, et on va essayer de le maintenir pour restituer ces usages-là. Est-ce qu'on a
des statistiques un petit peu, des idées de ces usages, de comment est-ce qu'on arrive à restituer ce service-là, sur peut-être des retours d'expérience. En effet, les usages, c'est ce qui va faire le cœur de l'action des collectivités territoriales sur leur patrimoine. C'est-à-dire, comme tu disais bien, penser aux services rendus auprès des usagers des bâtiments. Donc, par exemple, côté acté, donc cette action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, elle vise aussi à adapter le tertiaire public au changement climatique. Donc, c'est aussi une question de réduire ou augmenter le confort d'été, le confort d'hiver, engager des démarches dans le territoire de sobriété qui vont donc aussi permettre de mieux engager les usagers dans la connaissance de leurs bâtiments pour les faire prendre partie aussi de ce service qui leur est rendu par la collectivité. Et tout ça, bien sûr, va contribuer à réduire les consommations de gaz à effet de serre et à créer une action collective auprès des usagers, mais aussi entre les services de la collectivité qui vont s'occuper de ces bâtiments. Oui, parce qu'il y a le contenant, il y a aussi le contenu. Le contenant, intrinsèquement, va peut-être consommer par rapport à... On parle vraiment sur la partie énergétique, mais va peut-être consommer des investissements, une ressource d'exploitation, mais le contenu, les usagers aussi peuvent être sensibilisés à la manière dont ils vont utiliser leurs locaux. Donc ça peut aussi faire partie des pistes à envisager, j'imagine, à Poitiers. C'est quelque chose qui est avancé ? C'est une piste alors qui doit s'explorer évidemment pas de manière isolée parce qu'elle est pour le coup extrêmement ambitieuse. Alors, évidemment, ça fait partie des messages qu'on entend tous au quotidien sur notre responsabilité individuelle vis-à-vis du changement climatique. C'est très bien, mais ça ne peut pas remplacer une responsabilité et une action, évidemment, qui est celle de la collectivité, qui est malgré tout celle qui maîtrise en fait ces équipements publics-là. Les deux vraiment vont de pair et s'accompagnent. L'initiative, de toute façon, ne peut qu'être prise, à mon sens, par la collectivité, puisque c'est elle qui va quand même maîtriser ces bâtiments. Et donc, c'est aussi pour ça qu'elle a besoin de bien les connaître, de aussi connaître ses usagers. L'un ne va pas sans l'autre. Je connais mon bâtiment, mais évidemment, il faut que je sache qui l'utilise, pour quelles raisons. Est-ce que cette personne-là, ce groupe de personnes peut aller ailleurs ou pas, dans quelles conditions, et c'est tout ça qui va effectivement jouer. Aujourd'hui, sur les 700 000 m² dont je parlais, ça représente chaque année plusieurs millions nécessaires, investis, pour ne serait-ce que maintenir en fait, un service à la population. Donc c'est absolument pas neutre en effet. Ouais. Une des questions qui revient, c'est la vacance, parfois. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de taux de vacances, que ce soit peut-être à Poitiers, peut-être sur un retour d'expérience de l'ADEME sur ces sujets-là ? Alors, au niveau national, on a quelques chiffres là-dessus. On sait que la vacance dans les collectivités, ça représente entre 5 et 10%. Après, évidemment, en zone rurale, il y a un peu plus de vacances qu'ailleurs. Voilà. Alors, je ne sais pas, Poitiers... on est dans ces moyennes-là, grosso modo, on est entre 5 et 7 de mémoire. Et la problématique, finalement, qui se pose, c'est pas tant le patrimoine vacant. Pourquoi il est, bien souvent, c'est parce qu'en fait, il n'est pas en état de faire autre chose et il nécessite des investissements, pour le coup, très lourds pour pouvoir permettre de réoffrir un service à la population, quel que soit le service. S'il est vacant, c'est souvent qu'il y a une raison, parce qu'on a laissé trop traîner une vétusté, ou parce que en fait, l'équipement juste n'est pas, bien situé géographiquement, etc., etc. Quelque part, c'est presque anecdotique, dans le sens où ça peut être parfois un petit levier d'action, mais l'enjeu principal, il est déjà de réussir à bien gérer ce qui existe, ce qui n'est pas vacant, ce qui tourne bien, avec des flambées de coûts d'énergie, de coûts de travaux. Quelque part, c'est presque du luxe, entre guillemets, de pouvoir s'occuper du patrimoine vacant, alors qu'on a déjà tellement d'enjeux. Exemple, le décret tertiaire pour les collectivités, c'est un enjeu, mais colossal, qui est un peu le pendant de ce qu'on a connu sur tous les programmes ADAP, donc de mise en accessibilité du patrimoine. Et aujourd'hui, c'est très bien que ça existe, parce que de toute façon, là aussi, c'est un impératif écologique dont on ne peut pas faire l'économie. Mais il y a déjà énormément de choses à relever pour ne serait-ce que maintenir ce qu'on peut offrir aujourd'hui aux habitants.
C'est un enjeu aussi, pas uniquement de vacances sur le long terme, mais de densification des usages. Et pour connaître ces usages, d'abord, il faut connaître déjà le patrimoine qu'on pourrait réutiliser et pouvoir planifier donc, à ce niveau-là une réorientation des usages sur des bâtiments qui souvent nécessitent d'une rénovation, ne serait-ce que pour séparer certaines locaux dans le bâtiment, des salles, ou pour les adapter à de nouveaux usages. Toujours, on peut penser qu'une école, elle est utilisée que la journée et pas la nuit, mais c'est peut-être aussi parce que les associations n'ont pas les mêmes besoins que ce qui pourrait offrir un autre local associatif de la collectivité. Donc, il faut prévoir tout ça, et pour le prévoir, il faut d'abord commencer par faire les études nécessaires pour aboutir à cette densification des usages. Bien, ça introduit parfaitement le point suivant sur les outils qu'on pourrait mettre en place. Donc, on parle beaucoup en ce moment du schéma de directeur immobilier et énergétique qui a pu être réalisé et qui est en tout cas un outil qui se déploie massivement au sein des collectivités pour donner une direction. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Olivia, sur ça ? Alors effectivement, le schéma directeur immobilier et énergétique, c'est une démarche qu'on voit apparaître depuis plusieurs années. Nous, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on en accompagne à l'ADEME. Ça a démarré en 2015. Alors, à l'époque, c'était en Normandie. On s'appuie beaucoup sur notre maillage territorial que représentent les directions régionales. Et donc depuis 2015... Depuis les prémices qui ont eu lieu en Normandie, on a accompagné une centaine de collectivités. Donc voilà, c'est un outil qui prend de l'ampleur progressivement, et puis d'autant plus aujourd'hui avec l'arrivée du programme ACTE. Et donc cet outil, il vise à aider les collectivités à mettre en place leur stratégie patrimoniale. Donc voilà, comment rénover le patrimoine concrètement. Donc c'est une démarche qui se mène en 4 étapes. Donc, avec une première étape qui concerne le lancement, déjà bien définir les rôles, savoir qui fait quoi, qui sont les services qui vont porter la démarche. Donc c'est important d'avoir des services motivés, présents. Faut quand même bien prévoir du temps pour la démarche. Je laisserai Carole nous en dire plus après. Mais donc voilà, c'est un point essentiel, et même si c'est très important, c'est pas du tout suffisant. Il faut aussi une vraie implication des élus. Sans portage politique, c'est même pas la peine de se lancer dans la démarche. Il y a vraiment besoin de l'implication forte des élus, puisque c'est eux derrière qui vont voter les décisions. Ensuite, une fois que cette phase de lancement est passée, on arrive à une phase de diagnostic. Donc c'est ce dont parlait Oscar précédemment. Le diagnostic, concrètement, c'est bien connaître son patrimoine. Donc on fait d'abord un audit, qu'on appelle un audit à 360 degrés sur l'ensemble du patrimoine de la collectivité, c'est-à-dire qu'on va regarder à la fois les aspects techniques, les usages aussi, savoir comment les bâtiments sont utilisés, qui les utilise, à quel moment. On va regarder aussi les coûts de maintenance, les coûts d'énergie. Voilà, donc c'est un audit très très complet. Et donc, pour arriver à mener cet audit, il y a un gros travail de collecte des données à réaliser. Dans certaines collectivités, on est quasiment sur... on peut presque parler de fouilles archéologiques. Hein. Les factures, les plans des bâtiments, tout ça va être un petit peu éparpillé. Donc, il faut quelqu'un qui connaît bien la collectivité depuis de nombreuses années et qui va pouvoir retrouver tous ces documents. Mais quand on y arrive, on peut passer à la suite, et souvent ça se passe quand même assez bien. On arrive à une phase d'élaboration de scénarios. Donc c'est là où on va définir les priorités d'action. Donc concrètement, c'est quel bâtiment on conserve, quel bâtiment on va décider de céder, quel bâtiment on va détruire même éventuellement, et parmi ceux qu'on conserve, lesquels vont être rénovés et quels travaux de rénovation vont être menés sur ces bâtiments. Donc voilà, on va arriver à une liste d'actions qui seront priorisées dans le temps, et avec un plan de financement associé. Et une fois qu'on aura ce plan d'action, qui devra évidemment être voté par les élus, on arrivera à une phase de mise en œuvre et de suivi. Donc le mise en œuvre, c'est évidemment mettre en œuvre les travaux, et puis le suivi, c'est vraiment suivre l'action, les actions même. À quel moment les actions sont mises en œuvre, comment se passe la mise en œuvre, quelles sont les économies d'énergie, et même les résultats obtenus, et ça permet de valoriser le travail aussi bien en interne qu'en externe.
Voilà. J'espère que j'ai été à peu près claire sur ce qu'est la démarche SDIE. Et le bâton est passé à Carole, peut-être sur la partie, justement, Ville de Poitiers, Grand Poitiers, Communauté urbaine a réalisé un schéma directeur immobilier énergétique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça s'est passé, l'élément déclencheur, et au niveau des ressources qui étaient soulignées par Olivia, un petit peu, comment ça se passe ? L'élément déclencheur d'abord au sein des services qui nous a complètement auto-convaincus de la nécessité, c'est justement cet enjeu de... On a 700 000 m² utilisés par plein de groupes de gens, que ce soit des entreprises, des associations, des particuliers, des enfants, des sportifs, etc., qui tous ont des demandes, qui toutes sont légitimes. Enfin, il ne s'agit pas de discuter qui est le plus important, etc. Ça, c'est un autre débat qui appartient aux élus. Et sur des bâtiments qui nous coûtent de plus en plus cher, sur un parc, comme beaucoup de collectivités, avec des âges évidemment divers de bâtiments, mais quand même vraiment beaucoup entre 50 et début 80, donc des bâtiments aujourd'hui vieillissants qui ont besoin déjà de renouveau. Et donc comment je fais en fait quand j'ai un gâteau de 10 parts et que j'ai en face de moi 80 personnes qui toutes ont droit à leur petit bout de gâteau? Comment je fais pour distribuer ça? Donc nous on était convaincus que sans avoir une vision globale et sans avoir de l'aide sur la stratégie, c'était vraiment difficile de répondre à cette problématique. Donc ça, c'est une part du déclencheur. L'autre élément, c'est aussi la manière dont je pourrais en reparler plus tard, mais la manière dont est structurée la collectivité. Ça a été souligné, mais la manière dont sont organisés les services, ça va aussi induire, si ces questions-là sur les bâtiments, la gestion patrimoniale, sont assez rassemblées au sein d'une même entité, ça va aider aussi comme élément déclencheur. Et ensuite, ce qui a vraiment concrétisé la commande d'un schéma directeur immobilier, c'est tout simplement les élections municipales de 2020 qui ont vu un renouvellement des membres des conseillers municipaux et communautaires, avec beaucoup de personnes nouvelles qui donc avaient besoin de connaissances et d'aide à la décision. Or, il y a, là aussi je rebondis sur ce qu'a dit Olivia, le terme de fouillis archéologique, je ne le trouve pas du tout exagéré. Et au-delà de ça, c'est même parfois un chemin de... Enfin, il faut prendre son bâton de pèlerin pour aller interroger 15 personnes, pour réussir à faire une fiche synthétique de données par bâtiment. C'est ultra chronophage, compliqué. Donc il y a un enjeu aussi vraiment de la donnée, en tout cas sur des collectivités de taille importante. Un enjeu de savoir bien la ranger, la répertorier au même endroit, la restituer, la formater aussi un petit peu. Et ça, ne serait-ce que ça part aussi de là, c'est très important. Donc on avait aussi besoin que le schéma directeur nous aide à cela. Donc validation grosso modo en 2020 et début des visites 2021. Et aujourd'hui, le schéma directeur immobilier n'est pas complètement terminé, il est toujours en cours sur la phase stratégie. Parce qu'on est allé assez loin, on n'a pas fait 700 000 m², mais pas très loin. Et donc, c'est normal d'avoir aussi besoin de ce temps-là pour aller jusqu'au bout de la démarche. On parle pas mal de transversalité, là, j'entends. Le fait que ce soit finalement porté par on va dire une politique forte, ou en tout cas qu'il y ait un leadership assumé derrière la réalisation de ça, mais aussi que ce soit partagé entre les services, puisque ça va demander beaucoup de compétences, que ce soit pour aller faire les fouilles archéologiques, pour montrer l'engagement de chacun, en tout cas, ou pour recenser les besoins, tous ceux qui peuvent prétendre à une part du gâteau. Donc cette transversalité-là, est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui dans la réalisation et dans la mise en œuvre du schéma directeur immobilier ? En tout cas, nous, à l'ADEME, c'est un message qu'on fait passer. Après, il est plus ou moins entendu, mais en tout cas, on insiste vraiment, comme je le disais tout à l'heure, sur la nécessité d'avoir un binôme élu et technicien qui sera présent tout au long de la démarche. Et puis, en complément, on fait en sorte que la collectivité associe le plus tôt possible l'ensemble des services, en particulier les services juridiques et financiers dont on aura besoin dans la suite de la démarche, puisque c'est eux, les services financiers, c'est eux qui tiennent les cordons de la bourse. Donc on en aura clairement besoin au moment de valider le programme d'action. Et c'est sûr que pour ça, les collectivités ne sont pas seules. Il y a un accompagnement qui est mis à disposition par l'ADEME, par le programme ACTE, notamment avec la mise à disposition d'un cahier des charges type pour la réalisation des CSDE qui a été réalisé conjointement entre l'ADEME et ACTE. Et les collectivités peuvent aussi s'appuyer sur un cabinet de conseil pour réaliser leur SDIE. Donc, ce cahier des charges, il va guider
le travail à faire, mais les collectivités ne sont pas seules. Et donc, moi, je voulais insister aussi sur le pourquoi se lancer dans cette démarche qu'on présentait un peu comme quelque chose qui va avoir besoin de temps, qui va avoir besoin d'une certaine fouille archéologique, certes, mais qui va aussi permettre, si je suis une collectivité qui veut réduire sa consommation énergétique, le SDIE va pouvoir aider à ça. Pour les collectivités qui disposent de données diffuses sur le parc bâtimentaire, parce qu'elles ont réalisé déjà des études autres que le schéma directeur immobilier énergétique, ce schéma va permettre de mieux connaître l'ensemble des bâtiments, avoir une démarche globale qui est donc multi-enjeux. Et qui va pouvoir permettre aussi d'effectuer donc une rationalisation du patrimoine, des économies financières, et notamment aussi permettre une réorganisation peut-être à la fin des bâtiments qui ont été audités, mais aussi des services qui accompagnent ces bâtiments. Donc c'était le cas de l'exemple que donnait Carole. Parfois, ce schéma, c'est celui qui va aider, qui va pousser les élus aussi à se dire il faut qu'on s'organise différemment, et on a besoin d'une feuille de route politique qui va être donnée sûrement par ce schéma, puisque l'intention aussi du SDIE, c'est qu'il permet de définir une planification pluriannuelle des investissements. Et pour tout cela, il y a un accompagnement qui est peut-être financier ou qui est peut-être de ressources humaines qui est aussi à ne pas négliger. Voilà. Oui, bien sûr. Juste, on va y revenir juste après sur les différents accompagnements justement proposés par le programme ACTE, par l'ADEME, par rapport aux bénéfices attendus initialement sur la démarche du schéma directeur immobilier énergétique. Est-ce qu'ils sont atteints, partiellement atteints? Est-ce que c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps et qui doit encore être complétée? Le plan pluriannuel d'investissement, comme le précisait Oscar, est-ce que c'est des choses qu'on arrive à aboutir? Quelles sont les échéances de ce travail-là? Je vais commencer par le niveau national. Nous, on a quelques retours du niveau national et même presque régional, parce qu'on a fait des évaluations des opérations groupées qu'on a pu suivre en Normandie. Donc, c'est les opérations qui datent de 2015-2017. C'est un petit peu ancien. Les évaluations, elles ont été faites en 2022. On a eu du mal, pour être très honnête, à avoir des retours. Surtout parce que entre 2015 et 2022, il y a eu beaucoup de mouvements dans les collectivités, du turnover au sein de la collectivité, ce qui fait que les personnes présentes à l'époque ne sont plus là aujourd'hui, pour beaucoup. Voilà. Les retours que je vous présente là, ils concernent assez peu de collectivités finalement. On est sur à peine une vingtaine. Mais clairement, ce qui ressort systématiquement, c'est que le schéma directeur immobilier a permis de construire une stratégie patrimoniale, une vraie stratégie patrimoniale phasée dans le temps, avec des financements en face. Donc ça permet aux élus d'avoir une bonne vision de ce qu'il y a à faire sur le patrimoine. Et puis même avant tout ça, ça leur permet aussi de bien connaître leur patrimoine. Rien que ça, on l'a dit avec Carole juste avant. Mais connaître le patrimoine, c'est pas si évident que ça pour une collectivité. Donc voilà, c'est un des gros apports de la démarche. Avoir le programme d'action et puis mettre en œuvre les actions. Concrètement, c'est comme ça que les actions sont mises en œuvre. Donc on parle d'actions d'isolation, isolation de bâtiments, remplacement de menuiserie, remplacement de système d'éclairage, de système de chauffage aussi. Et puis cession de bâtiments. Quasiment toutes les collectivités qu'on a accompagnées ont réalisé des cessions de bâtiments pour optimiser l'usage de ces bâtiments, pour faire en sorte que les bâtiments soient beaucoup plus utilisés, qu'on ait moins de bâtiments. Et du coup, on arrête le schéma qui revient très souvent de typiquement la salle polyvalente qui est utilisée 3 heures par semaine par l'association, le club de Scrabble local. Voilà. Ça, on évite. Et aujourd'hui, on a des bâtiments plus utilisés dans les collectivités qui ont mené des schémas directeurs immobiliers. Et, peut-être un retour d'expérience sur les bénéfices attendus. Est-ce que vous les avez atteints? Alors, je rejoins la vingtaine de collectivités qui ont fait un retour sur ce qui a été atteint et qui n'était pas forcément une commande de base. C'est... donc, fournir de la matière pour l'aide à la décision, ça, c'était bien une commande. Et ce qui a pu être un petit peu plus surprenant, ce qui a vraiment intéressé les élus, c'est que c'était
le schéma directeur immobilier, dans la phase, le début de la phase stratégie, ça a été le seul, en fait, vraiment l'unique moment pour tel élu, par exemple, sur les crèches ou par exemple sur les gymnases, où on a parlé de la totalité d'un parc qui est dédié, exemple au gymnase, on a 70 gymnases. On n'a jamais l'occasion, avec les élus concernés, au patrimoine, au sport, de parler des 70 quasi en même temps, sans rentrer dans les détails, parce que ça n'aurait pas... c'est l'intérêt aussi du schéma directeur immobilier, ça permet d'avoir une vision un peu macro, de se faire une idée du service rendu sur le territoire, de l'État, et en effet, ça donne clairement de la matière pour aider à la décision sur ensuite du phasage de travaux, sur de la priorisation. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, notre schéma directeur, on a un travail avec le bureau d'études qui est vraiment suffisamment souple pour faire quand même le plus possible du sur-mesure. Et donc, on arrive à justement aboutir à une vraie stratégie qu'on peut écrire avec, malgré tout, pas des choses figées non plus gravées dans le marbre. C'est-à-dire que ça donne la matière pour se projeter, mais ça ne décide pas à la place des élus. Ça donne toute la matière nécessaire pour avoir un débat. Et puis ensuite, faire des choix sur qu'est-ce que je fais en premier. Il y a eu aussi pour nous des conséquences très opérationnelles et immédiates. Il y avait des budgets qui étaient prévus pour rénover tel patrimoine, tel actif, tel gymnase. En fait, le schéma directeur immobilier, au fil du travail, on s'est aperçu que c'était peut-être pas forcément cet ordre-là dans lequel il fallait prendre les choses. On a réinterrogé ça, les élus ont accepté de jouer le jeu. Ça a aussi marché parce qu'on a des élus au patrimoine très motivés sur le sujet et qui ont réussi à mobiliser aussi leurs homologues sur les politiques publiques. Ces binômes-là sont extrêmement importants entre la partie patrimoine, la partie les gestionnaires des politiques publiques. C'est crucial pour la réussite du schéma directeur. Et donc, en ce sens-là, le schéma directeur a très clairement atteint les objectifs qu'on lui fixait. Ça, c'est pour la partie un peu stratégique, politique. Pour la partie purement opérationnelle service, ça répond aussi déjà, et on va essayer de le pérenniser en partie à ce dont on avait besoin, c'est-à-dire vraiment avoir une connaissance plus précise et transversale, à défaut d'être exhaustive, au moins très transversale et beaucoup plus aboutie que ce qu'on avait. Être capable aussi de faire des retours d'informations sans avoir besoin d'une semaine pour récolter la donnée et la mettre en forme. Enfin, rien que ça change la vie d'un service qui gère du patrimoine très clairement. Donc ça aussi, c'est important. Et puis, et là, ça va vraiment dépendre du temps qu'on a pour accompagner le travail du bureau d'études. Aussi, la mise en place en fait, d'outils qui vont permettre ensuite de pérenniser les actions, parce que c'est ça aussi qui va être l'enjeu, c'est comment on fait en sorte que ce ne soit pas une étude super à un instant T, mais qui soit complètement obsolète à l'instant T plus 1. Ça m'amène à une autre question. On parle beaucoup d'aider dans le choix, dans l'aide à la décision, donc savoir renoncer finalement à des choses, puisque c'est là où ça va être le plus compliqué. Est-ce que le schéma directeur immobilier énergétique est aussi un outil de communication, peut-être en interne, peut-être en externe ? Alors si je peux juste oui. Je me permets de répondre tout de suite parce que je voulais aussi compléter ce qui avait été un petit peu dit. De communication, oui, hyper important, notamment pour les élus, sur justement tout ce qui est enjeu d'optimisation des usages. Sur l'exemple, on a un gymnase, la salle polyvalente qui sert pour une salle asso sur un créneau, c'est exactement ce qu'on constate, parce que c'est l'histoire, c'est des choses anciennes, c'est des pratiques qui existent parfois depuis 30 ans, qu'on n'interroge pas. Et sauf qu'aujourd'hui, la vie associative étant dynamique, on a cette chance-là, on a forcément des nouveaux besoins, des nouveaux enjeux, des nouvelles animations à faire dans les territoires, etc. Sauf que quand vous allez voir l'association en question qui est là depuis 30 ans et qui a son créneau et qui a son local de 80 mètres carrés, mais pour peut-être 2 fois 2 heures dans la semaine, tout le monde se dit, bah ouais, mais là, on peut partager. Sauf que, en fait, c'est pas du tout si simple, parce que l'association, elle est bien, en fait, dans ce local. Et elle se l'est appropriée. Et c'est super, parce qu'il y a une belle vie de l'association. Et donc, le partager, c'est bien dans le principe, mais le faire au quotidien, ça veut dire qu'elle accepte que déjà on la mette dans une situation où elle reconnaît qu'elle a un privilège, elle accepte de partager avec des gens qu'elle connaît pas, etc. Enfin, la coloc, c'est déjà pas si simple quand on la choisit, alors quand on la choisit pas, vous voyez un peu l'enjeu. Du coup, il faut avoir cette matière factuelle pour aider les élus à expliquer, attendez, j'ai
5000 associations, j'ai 300 demandes de locaux par an parce qu'on n'est pas à 300, mais on n'en est pas très très loin quand même. Le schéma directeur immobilier, on a eu cette chance-là, c'est accompagné par exemple d'opérations de centralisation de demandes de locaux associatifs. Ça a été fait, on a fait des démarches comme ça de mise en place de process qui viennent hyper bien complémenter le schéma directeur immobilier. Et je referme cette parenthèse. Et donc, pour les élus, c'est ultra important d'avoir ça parce que le résultat parfois d'un schéma directeur immobilier, c'est de vendre, c'est d'optimiser, c'est de densifier des usages. Et ça, c'est des choses qui, même si on est tous d'accord sur les enjeux écologiques et de sobriété, c'est des choses qui, à titre individuel, dans une pratique associative ou autre, c'est beaucoup plus difficile à faire passer. Pardon. Oscar. Je voulais rebondir sur ce dernier point, on est tous d'accord sur les enjeux de sobriété, de transition écologique. Le schéma directeur, il peut être aussi un outil de communication pour convaincre ceux qui ne sont pas si convaincus au sein de toutes les collectivités. Et je pense surtout, ça peut être un outil utilisé par le réseau des économes de flux ou ses équivalents dans d'autres structures. Donc, des personnes qui vont être dans les collectivités pour faire de la réduction de la consommation énergétique et qui ont besoin d'arguments auprès des conseils municipaux, des élus, pour leur dire, mais voyez, il y a une organisation différente qui peut être mise en place et qui nous permettra de réduire notre consommation énergétique, de mettre en œuvre la transition écologique. Parce que c'est facile d'être d'accord sur le principe, mais en effet, il faut aussi avoir des arguments en interne parfois pour la mettre en œuvre. Olivia, tu voulais compléter ? C'est exactement la même chose. Je voulais bien dire effectivement que le schéma directeur immobilier, c'est un excellent outil de communication en interne, comme l'a dit Carole, mais aussi pour l'externe. Et avec Oscar, on travaille en ce moment à la mise en place d'un observatoire des schémas directeurs immobiliers énergétiques dans lequel on va valoriser toutes les démarches qui ont été réalisées jusqu'à maintenant et puis celles à venir aussi, dans le but notamment d'inciter de nouvelles collectivités à mettre en œuvre ce schéma directeur immobilier. Bien montrer les apports d'un schéma directeur immobilier énergétique. Okay. Donc après, justement, pour réaliser ces schémas directeurs immobiliers énergétiques et autres démarches, en tout cas, de transition écologique des collectivités, il existe des aides, notamment le programme ACTE avec le fonds Chêne. Est-ce que, Oscar, tu peux nous en dire plus ? Bien sûr, le fonds Chêne ne finance pas que les SDIE. ACTE va venir financer 5 lots pour les collectivités. Un lot qui va financer des ressources humaines. Donc, je parlais du réseau d'économes de flux. Les collectivités peuvent, avec l'aide d'ACTE, embaucher des énergéticiens, des personnes avec un profil plutôt financier ou chef de projet. Et donc, sous cette bannière de l'économe de flux, pour les aider à mener à bien toutes les actions de transition énergétique au sein de la collectivité. Ça peut être auprès de collectivités, donc d'un groupement, que ce soit dans un syndicat, dans un EPCI, une communauté de communes ou autre, ou de façon mutualisée, que nous, on encourage, soit pour les plus grandes collectivités, évidemment, en interne. Et c'est cette ressource humaine qui va être essentiel pour pouvoir valoriser toutes les études qui vont être menées par la suite. Donc ACTE va financer aussi la pose et l'achat de matériel de suivi de la consommation énergétique, des outils de mesure et de télé-relève. Dans le lot 3, on finance donc les études énergétiques comme ça peut être les audits, les schémas directeurs immobiliers énergétiques. Et on va aussi venir financer une partie de la maîtrise d'œuvre, donc des études de maîtrise d'œuvre et de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage, une fois qu'on est plutôt sur la phase de travaux à laquelle on veut évidemment mener les collectivités à aboutir. Ce n'est pas que de l'étude ce qu'on veut faire, ce qu'on veut vraiment, c'est le passage à l'acte. Et voilà, on veut que ce soit acté. D'accord, c'est donc ça. C'est donc ça. Et par rapport justement à la candidature, comment est-ce qu'une collectivité peut candidater à ces différents niveaux-là, ces différents lots ? Donc pour candidater au fonds Chêne, c'est une démarche qui est assez simple. Il faut rentrer sur le site internet du programme ACTE. Donc on peut taper sur internet programme C2E ACTE ou programmeacte.fr. Et donc dans ce site, vous trouverez l'espace de candidature qu'il faut remplir avec les renseignements de la collectivité. Donc qui est un espace qui va nous permettre de suivre la candidature, mais les futures candidatures aussi de la collectivité, parce que tout peut ne pas se faire sur une seule et même candidature, pour accompagner vraiment les collectivités
collectivités dans leur maturation aussi des projets de rénovation énergétique. Donc tout va rester dans un même espace web dédié qu'on a construit depuis donc le FONCHEN. Et après, au niveau des montants, règles d'attribution, c'est expliqué, c'est par lot, comment c'est ça? Donc la moyenne, c'est 50%. On va avoir des bonus, par exemple, pour la réalisation des... 50% des frais d'études, du coup? Pardon, de la facture. Donc c'est-à-dire du coût réel qui va être dépensé par les collectivités. En fonction des lots, il y a des taux différents. Je ne vais pas tous les détailler. En ce qui concerne le schéma directeur, ça va venir augmenter de 10%, donc le taux de base qui est de 50%, pour aboutir à 60% du financement de la réalisation des SDIE par un bureau d'études. Après, évidemment, on peut aussi faire des SDIE avec l'accompagnement des économes de flux qui sont financés à 40% de base, et plus s'il y a un accompagnement du bâti scolaire, donc qui va avoir différents bonus aussi sur les différents lots d'actés. Focus un peu spécifique sur le scolaire. Il y a un focus un peu spécifique, oui. L'ADEME aussi propose un petit peu des accompagnements. Quels sont-ils pour les collectivités ? Alors, nous aussi, on accompagne, enfin, je veux dire encore au présent, on accompagne les schémas directeurs immobiliers énergétiques depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, on intervient aujourd'hui en doublon avec Acté. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on va décider d'arrêter ça fin décembre. Donc, en 2025, il n'y aura plus d'aide de l'ADEME pour les schémas directeurs immobiliers énergétiques. Nous aussi, on essaye de rationaliser nos usages. Ça ne s'applique pas que aux collectivités. Donc voilà, il y a un travail qui est en train de se mettre en place sur la rationalisation des aides financières. En revanche, donc voilà, il n'y a plus d'aide pour les schémas directeurs, mais il y a encore d'autres dispositifs d'accompagnement ou d'aide pour les collectivités, comme des aides aux conseillers en énergie, qui sont un peu le pendant de ce que propose Acté avec les économes de flux. Et aujourd'hui, on est aussi en train de voir comment rationaliser ça pour arrêter, là aussi, de financer des postes... Aujourd'hui, les collectivités peuvent choisir entre l'aide Acté et l'aide ADEME. Donc demain, il faudrait qu'il n'y ait plus un seul guichet pour le financement de ces postes. Mais en tout cas, voilà, les conseillers en énergie partagée ont le mérite d'exister. Ça fait plus de 15 ans qu'on en accompagne. Il y en a un peu plus de 400 en France aujourd'hui. Donc, qui sont à disposition des collectivités, majoritairement les collectivités petites à moyenne, donc plutôt les moins de 10 000 habitants en priorité. Donc pour avoir plus de détails là-dessus, vraiment, je vous invite à aller voir votre direction régionale, enfin direction régionale de l'ADEME, qui pourra vous donner exactement la liste des conseillers en énergie partagée de votre région et si vous pouvez en bénéficier ou pas. Et puis, en complément, on travaille aussi actuellement à l'élaboration d'un cahier des charges schéma directeur immobilier, mais plutôt adapté aux petites collectivités. C'est un travail qu'on mène sur 2 régions, région Aura, dans le cadre du programme BAPORA, et puis la région Occitanie, avec la REC Occitanie, donc, qui font actuellement des expérimentations d'accompagnement de petites collectivités. Et en même temps, on a le pendant pour les grandes collectivités, qui est expérimenté en ce moment avec Montpellier et Toulouse. Là, on espère arriver à en sortir un cahier des charges pour adapter la démarche à des grosses collectivités qui ont des gros patrimoines. Voilà, on essaye d'oublier personne, en tout cas, dans les démarches d'élaboration de stratégies patrimoniales. Et ces études différenciées entre grandes collectivités et plus petites collectivités, le besoin est très différent finalement. Il y a une manière de fonctionner qui est différente, qui justifie... Alors le besoin est différent, surtout parce que le patrimoine est différent. Les petites collectivités ont peu de bâtiments, du coup ont peu aussi de services associés. Donc elles ne sont pas en capacité d'aller mener une démarche très complète comme on le propose dans le cadre d'un schéma directeur immobilier. Enfin, il faut des services, je l'ai dit plusieurs fois, je le martèle depuis le début de notre entretien, mais il faut des services disponibles et des élus aussi disponibles, motivés, etc. Et donc ça, c'est avoir des services en capacité de mener une démarche complète, très lourde, dédiée par exemple à une personne à temps plein sur la démarche, c'est pas possible au niveau d'une petite collectivité. Donc voilà, on revoit un petit peu les objectifs à la baisse pour mieux cibler le patrimoine à rénover et voilà, mener une démarche sur seulement quelques bâtiments par exemple. Et au niveau de la grosse collectivité, là on est complètement sur l'opposé, dans le sens où les collectivités ont des patrimoines tellement énormes avec des 300, 400 bâtiments,
Là, c'est compliqué d'aller tout traiter d'un seul coup. Donc, il y a aussi un travail de priorisation à mener. Et petit retour d'expérience sur les accompagnements possibles sur Ville, Poitiers, Grand Poitiers, communauté urbaine. Est-ce que vous avez bénéficié de ces accompagnements-là ou non? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire? Alors, on a fait beaucoup de benchmarking avant de se lancer. Et ensuite, on a eu un accompagnement financier de l'ADEME assez important sur les diagnostics, vraiment sur toute la partie diagnostic énergétique qui venait compléter. Donc, notre SDI se décompose en un diagnostic sur la partie études, un diagnostic structurel, un diagnostic usage, fonctionnalité et un diagnostic énergétique. Donc, l'ADEME a financé toute une partie des diagnostics énergétiques. Je dirais grosso modo un tiers. Et puis, sur cet accompagnement, ça a été ça principalement sur les finances. Et après, je rejoins vraiment ce qui est dit sur notamment la différence des besoins entre taille de collectivité. Ce qui a permis de bien accompagner la démarche, c'est qu'en parallèle de la mise en place de ce schéma directeur, on a eu une réorganisation interne qui fait qu'on a pu centraliser quasiment au sein de la même direction presque toutes les fonctions liées à la gestion de patrimoine, donc toutes les fonctions juridiques, financières, je paye une taxe foncière, je m'occupe de l'assurance dommage aux biens, mais aussi j'ai un bureau d'études, il y a une partie de maîtrise d'œuvre interne, il y a une régie, de la maîtrise d'ouvrage déléguée, de la maintenance exploitation, tout ça est rassemblé, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est une vraie aide énorme, déjà pour avoir de la donnée qui s'intègre au même endroit. Ça a vraiment été le gage de la réussite du schéma directeur. Je dirais pas qu'il faut quelqu'un à temps plein, nous ça n'a pas été ce cas, mais il faut quand même effectivement ne pas du tout négliger cet aspect investissement humain qui est nécessaire. Et là, on a beaucoup parlé aussi du coup des accompagnements pour la construction du schéma directeur immobilier avec les aides aux études, aides au schéma directeur directement via le programme Acté. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des aides qui existent pour la mise en œuvre des actions, pour la réalisation des travaux. À l'ADEME, on a le fonds chaleur, par exemple, pour les aides aux installations d'énergie renouvelable. Et puis, il y a d'autres aides, les aides de l'État, distribuées au niveau des préfectures, comme la DSIL et DETR. Alors, j'arriverai pas à expliquer les acronymes. Et puis, on a aussi le dispositif des certificats d'économie d'énergie, que les collectivités peuvent toujours solliciter pour les travaux d'économie d'énergie. En application, par exemple, de notre schéma directeur immobilier scolaire, on a fait une grosse réno énergétique qu'on n'avait pas prévue initialement sur une école. Et là, c'est le fonds vert qui est bien intervenu, vraiment dédié, qui donnait un coup de pouce sur le patrimoine scolaire. Et vraiment sur la partie réalisation des travaux, mise en œuvre en tout cas des travaux d'investissement. Ouais. Et ça, c'est un retour d'expérience aussi qu'on a des collectivités qui sont un peu pionnières dans la réalisation de ces schémas directeurs. C'est que quand elles candidatent aussi à les dotations de l'État ou le fonds vert ou autre, le fait d'avoir fait ces études, d'avoir un bon dossier, c'est super important pour après réussir à obtenir les financements par la suite pour les rénovations. Par exemple, pour donner un exemple très concret, dans l'aide au dossier, les diagnostics faits lors du schéma directeur immobilier sont un morceau du dossier qu'on utilise pour candidater au fonds vert ou d'autres types de financement. Parmi là, tout ce qu'on se dit, on parle énormément des services, de l'implication des services, ça sort un petit peu de l'aide, de l'accompagnement, mais peut-être qu'on peut y revenir. On parle beaucoup donc des services, de leur implication, de leur organisation. Est-ce qu'il y a une conduite du changement qui doit s'opérer pour la mise en œuvre de cette transition écologique des collectivités via le schéma directeur immobilier énergétique et d'autres outils, d'autres démarches? Ah oui, clairement. La conduite de changement, c'est un des points essentiels de la réalisation des schémas directeurs immobiliers. Dans les opérations groupées qu'on a pu mener, quand je dis opérations groupées, c'est qu'on a accompagné ensemble 20 collectivités dans une même région pour mener ce schéma directeur immobilier. Souvent, il y a une première partie de la démarche qui parle un peu de transition et conduite du changement. Donc c'est vraiment revoir les modes d'organisation de la collectivité et s'organiser vraiment en mode projet avec un chef de projet qui va porter la démarche et puis l'ensemble des services sur lesquels ce chef de projet va pouvoir s'appuyer.
C'est le but totalement d'avoir des financements aussi comme à travers le fonds Chêne qui n'agissent pas uniquement sur le financement des études ou de la mise en place de capteurs, mais d'avoir une vision d'ensemble sur la nécessité donc d'avoir des économes de flux ou des CEP qui vont accompagner par la suite la réalisation des préconisations des schémas directeurs ou des autres études qui peuvent être réalisées par une collectivité, mais aussi donc par exemple à travers le fonds Chêne des différentes AMO, donc par exemple l'accompagnement à la maîtrise d'usage aussi qui va pouvoir être financé à travers Acté pour faire de la conduite de changement, parce que ce n'est pas uniquement la réalisation d'une étude, même voire des travaux qui va par la suite faire par exemple que les usagers utilisent et s'approprient bien de ce nouveau bâtiment tout neuf qui devrait être très performant mais qui peut ne pas l'être si toutes les fenêtres sont ouvertes. Et de la même façon, il y a une conduite au changement qui doit s'opérer au sein de tous les services pour que les services accompagnent les usagers, et pour cela aussi il y a des financements disponibles. Donc il n'y a pas que des outils, vraiment les artisans derrière qui comptent autant que les outils, voire sûrement peut-être même plus que les outils. Et les usagers, comme ça a été dit. Et au-delà de s'organiser en interne, c'est aussi commencer à intégrer des process qui sont un peu le pendant ou une partie exécution déjà du schéma directeur immobilier. Le chef de projet, en fait, pour le coup, c'est vrai qu'il nécessite d'avoir quand même du temps disponible, déjà pour penser, dès le démarrage du schéma directeur, pour penser à comment il va pérenniser sa donnée demain, comment la collectivité va pouvoir la mettre à jour, par exemple, ou pouvoir l'exploiter, restituer des choses. Ça va aider à un moment donné à rédiger une note, ou alors ça va aider aussi à un autre moment à intégrer peut-être dans un logiciel de gestion de patrimoine, faire des retours sur où est-ce que j'interviens le plus, où est-ce que je dois réinvestir le plus, ou encore à faire de la préparation budgétaire. Donc ça, c'est vraiment dans le changement des organisations et dans la culture, accompagner une culture comme ça du changement qui accompagne l'application du schéma directeur immobilier. On a vraiment à penser ça. Comment je pérennise mon étude, comment je l'intègre dans des process de préparation budgétaire, de rentrée de données, qui va rentrer ces données. Il faut penser absolument à chaque détail, en fait. Sur si à un moment donné, la régie, les ateliers de la collectivité interviennent 10 fois sur le même bâtiment, comment on fait pour obtenir cette donnée, l'intégrer en complément du schéma directeur et en faire une proposition de stratégie auprès des élus. C'est vraiment un cercle, un circuit. Il faut penser à toutes les étapes du circuit. Oui, c'est sûr. C'est par exemple un des retours d'expérience qui revient au programme Acté sur l'exemple de Chemillé en Anjou, qui est un des lauréats du programme Schéma Acté, qui était un des programmes, donc un des appels à manifestation d'intérêt réalisés par Acté pour la réalisation de schémas directeurs immobiliers et énergétiques, où il y a eu 28 dossiers accompagnés. Aujourd'hui, on a versé environ 750 000 euros sur les 13 dossiers qui nous sont revenus. Et Chemillé en Anjou, de ce témoignage, c'est que ce qu'il faut rechercher, c'est un outil permettant de piloter une trajectoire. Donc aussi un après le schéma directeur, et pas forcément de détenir en détail l'ensemble des caractéristiques fines du patrimoine, mais toujours cette idée d'avoir une recherche dans le confort des usagers par la suite, des locaux adaptés, donc d'améliorer vraiment la qualité de vie des habitants d'une collectivité. Il y a un terme qui revient, c'est pas mal les bureaux d'études, internes versus externes, si on peut les opposer, hein, à mon avis, il n'y a pas forcément d'opposition à faire, mais est-ce qu'une collectivité, grande, petite, est capable de réaliser son schéma directeur immobilier? Des études sont peut-être menées en ce sens. Quel est le niveau d'accompagnement? Est-ce qu'il y a un grain à choisir Alors, nous, on a essayé, depuis plusieurs années, depuis 2015, dans le cadre des opérations groupées que l'on mène, c'est bien les collectivités elles-mêmes qui mettent en place leur schéma directeur immobilier énergétique, mais avec l'accompagnement d'un bureau d'études. Donc le bureau d'études est là pour apporter de la méthodologie, apporter des outils à la collectivité, mais c'est bien la collectivité qui anime ses réunions, qui construit, qui fait sa phase de diagnostic, qui construit
ces scénarios. Après, c'est pas adapté à toutes les collectivités, ça se passe plus ou moins bien selon les collectivités. Ça nécessite une implication très forte au sein de la collectivité. Quand je parlais d'un équivalent temps plein sur 6 mois, c'est vraiment ce dont il y a besoin pour que la collectivité fasse elle-même le schéma directeur immobilier énergétique. Donc c'est à pas négliger en termes de temps à consacrer. Le coût est un peu moins important pour l'élaboration de la démarche pour la collectivité. Et puis l'avantage, c'est que la collectivité, en faisant elle-même, elle se forme. Elle apprend beaucoup. Et donc ça facilite la pérennisation de la démarche, si tant est que l'équipe projet reste dans la collectivité. Ça, c'est la difficulté qu'on rencontre souvent. Finalement, les collectivités embauchent un alternant ou une personne en CDD qui va être très très bien pour mettre en œuvre le schéma directeur immobilier. Et puis ensuite, cette personne s'en va. Donc c'est important d'avoir aussi un référent en contrat longue durée pour suivre la démarche de bout en bout. Donc voilà, c'est pas deux modes de fonctionnement qui s'opposent entre la collectivité fait elle-même ou entre elle fait appel à un bureau d'études qui va faire. C'est vraiment à adapter en fonction de chaque fonctionnement de collectivité. Donc, je sais pas quel fonctionnement vous aviez choisi à Poitiers. En fait, c'est exactement ça. On ne peut pas répondre par oui ou non et on n'oppose pas l'interne et l'externe parce qu'à l'époque, déjà, les fonctions de gestion de patrimoine étaient dispatchées dans au moins 3 services différents. Donc, c'était difficile de le faire en interne, d'animer tous ces gens-là s'il n'y avait pas un pilotage très très fort de projet. Au-delà de ça, tout dépend, j'ai envie de dire, du niveau de détail qu'on a envie d'avoir. Tout dépend de ce qu'on attend de son schéma directeur immobilier. Là, nous, on avait vraiment besoin de mener des études assez poussées et notamment, par exemple, de rencontrer en fait, les usagers. Ça va être rencontrer des membres d'une école, rencontrer des concierges, rencontrer des directeurs d'associations, etc., etc. Rencontrer toutes les directions. Et ça, évidemment, personne n'aurait pu être détaché pour... Parce que là, oui, en effet, c'était vraiment plus qu'un temps plein et plus que 6 mois sur l'étendue de... Le PCI, aujourd'hui, fait 40 communes. La ville-centre fait 90 000 habitants. Le PCI fait 140 000 habitants. Sur 700 000 m², ça n'aurait pas été jouable. Et c'est ça, après, le risque, c'est on prend des CDD, et puis, une fois que les CDD sont partis, comment on fait ? Donc, c'est vraiment pas à opposer bureau d'études externe, interne. Quand on a besoin d'un niveau de collecte de données conséquent, ou quand on a besoin d'un niveau de détail aussi de rendu conséquent, je crois pas qu'on puisse faire l'économie d'externaliser, sauf à choisir par exemple de le faire par morceaux, et puis c'est pas grave si on met 5 ans, on commence par telle politique publique, et puis dans ces cas-là, il faut mobiliser de la ressource interne, mais c'est assez rare qu'en collectivité, on dise vous 5, je vous enlève un quart de vos missions et allez-y, c'est banco sur le schéma directeur immobilier. Ça n'existe pas, quoi. Donc, d'où le besoin quand même de se faire aider. L'objectif, c'est parfois aussi de commencer par le schéma directeur avant de se lancer sur les autres étapes. Donc, c'est vrai aussi que si ça prend 5 ans, c'est pas la même chose que si ça prend... En général, entre 6, 8 mois, ça dépend aussi le temps dans la collectivité, à quel moment elle a besoin d'obtenir des résultats et d'avoir des premières préconisations. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est vrai qu'une expertise, parce que c'est une méthodologie, c'est une expertise externe, peut être utile, mais en tout cas, je réitère aussi qu'il y a besoin d'un suivi, parce que même si c'est un bureau d'études qui va réaliser le schéma directeur, il faut que quelqu'un en interne puisse après le comprendre les livrables et les alimenter tout le reste du temps de vie de ce schéma, c'est-à-dire à la phase de réalisation des préconisations. Ouais, juste une phrase pour compléter. Autant nous, on avait besoin d'un service et d'un prestataire pour l'initier et établir la base, autant maintenant, on va internaliser la vie et la pérennité du document. Ça peut aussi se passer comme ça. Justement, on parle du document, là pour le schéma directeur, mais pour autres, est-ce qu'il y a besoin d'outils, de logiciels, de choses pour supporter cette stratégie-là ? Alors, oui, on travaille avec différents bureaux d'études sur la mise en œuvre de ces schémas directeurs, et finalement, chaque bureau d'études propose ses outils. Donc, certains bureaux d'études ont des outils bien dédiés qui passent par des applications web. D'autres proposent simplement des tableurs Excel. Et puis, des collectivités le font en interne avec des tableurs Excel et ça se passe très bien aussi. Donc voilà. Après, il va y avoir des enjeux en tout cas, qui vont nous concerner plus, nous, en termes d'agrégation de données.
Voilà, notamment pour l'observatoire et pour la valorisation du travail réalisé. D'où l'importance aussi de disposer de cahiers des charges type ou autre forme de rationalisation, au moins au début de la démarche, de qu'est-ce qu'on veut vraiment que le bureau d'études nous livre en tant que collectivité. Ça, c'est une phase aussi qui est très importante, c'est la définition de la demande. Après, peut-être que peu importe l'outil qui est utilisé par la suite, mais il y a vraiment besoin de faire une demande claire aussi. C'est un message que je voudrais porter pour les collectivités. Et chez Acté, c'est aussi quelque chose qu'on réalise quand on instruit nos candidatures, etc. C'est aussi un accompagnement des collectivités par rapport aux outils qu'elles vont demander de mettre en place. Et c'est vraiment le tout début, mais c'est important aussi. Donc une demande claire et puis l'outil, entre guillemets, peu importe, du moment que vous arriverez à vous en servir. Ça ne sert à rien de prendre une Ferrari pour aller acheter du pain. Ou si, voilà. Très bien. Merci pour cet échange. Peut-être un mot pour finir, peut-être un mot de la fin, Oscar ? Peut-être résumer un peu ce que c'est que le SDIE, qui, pour moi, ce qui ressort, c'est vraiment que c'est un outil clé pour réduire la consommation énergétique des parcs immobiliers des collectivités, pour réaliser des investissements qui soient durables, qui soient planifiés, et surtout un outil d'aide à la décision qui, à terme, va permettre d'économiser sur les charges d'exploitation, mais aussi de mieux utiliser les bâtiments de la collectivité. Tous les angles, l'usage, performance énergétique. La vétusté, c'est aussi le confort des utilisateurs, des services même qui utilisent les bureaux, parce que les utilisateurs, c'est parfois aussi les services. Et voilà, ce serait mon mot de la fin. C'est un outil d'aide à la décision, multi-enjeux, et qui a une vision patrimoniale, donc systémique, qui va pouvoir aider à la collectivité à bien s'organiser. Peut-être un conseil, Olivia, pour les collectivités territoriales ? Oui, alors juste plutôt pour compléter les propos d'Oscar. Donc Oscar l'a bien dit, le SDIE, c'est une méthodologie éprouvée pour construire sa stratégie patrimoniale. Mais si je devais retenir 2 conseils, c'est la nécessité d'implication des élus, la nécessité d'avoir un portage politique fort, et puis de bien prévoir le temps nécessaire du côté des services techniques pour mettre en œuvre cette démarche. Peut-être Carole, pour le dernier mot, conseil, vigilance, qu'est-ce que si j'avais un dernier mot, ce serait de quand même rester optimiste et enthousiaste, surtout enthousiaste sur le fait que, comme l'heure est grave sur des aspects financiers, maintien du service à la population, etc., c'est de se dire que la gestion du patrimoine, comment j'en fais quelque chose malgré tout ce constat-là de positif, avec justement l'aide du schéma directeur immobilier qui va être là aussi pour aider à mieux expliquer les choses, à mieux faire des propositions, le point de vigilance, c'est prévoyez tout de suite d'avoir comme des animateurs, enfin des ambassadeurs. Dans mon pôle, on a un bureau d'études avec des gens qui ont vraiment ce rôle-là, c'est-à-dire qu'ils intègrent aussi les autres dimensions, la biodiversité, la consommation d'eau, l'énergie, etc., et qui vont ensuite être chargés d'aller voir chacun des usagers, chacun des référents des politiques publiques pour leur dire voilà les besoins, moi je propose ça parce que ça ira peut-être un peu plus dans le sens de la sobriété, mais c'est pas une punition et c'est pas que du négatif. On reste positif alors. Merci d'avoir suivi ce talk show radioactif. Merci à nos invités d'avoir répondu présent et participé brillamment à cette émission. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Donc à une prochaine. Au revoir, merci. Merci pour l'invitation.